Chers téléspectateurs, nous sommes de nouveau avec vous et maintenant nous avons un grand plaisir de vous présenter notre deuxième invité. C'est Jahangir Ostonov, étudiant en doctorat à l'Institut des études orientales de l'Académie des sciences de la République d'Ouzbékistan. Bonjour Jahangir. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Comment allez-vous aujourd'hui, début de la semaine? Ça va bien, ça va, merci. C'est le début de la semaine, c'est toujours difficile. Et le matin aussi, oui. Ouais, surtout Donc, la matinée. Commençons notre entretien. Parlez-vous s'il vous plaît, présentez-vous, d'où êtes-vous, avez-vous une famille, etc. Ok, je m'appelle Jahangir, donc je suis de Bukhara, d'originaire de Bukhara. Actuellement, j'habite à Tachkent. Donc, j'habite à Tachkent depuis déjà 2009, donc depuis l'arrivée à l'université. Après l'université, j'ai resté là pour travailler, pour continuer la carrière professionnelle. Voilà, donc, la famille, c'est une petite famille, comme ça, et même la famille de mes parents et ma famille même, c'est le petit. Nous étions 4 à la famille déjà dès l'enfance, et aujourd'hui, je suis marié et j'ai une fille, donc on est 3. On habite à Tachkent. Super. Et racontez-nous, Monsieur Leclerc, à partir de quel âge avez-vous commencé à apprendre le français? C'était peut-être une école spécialisée dans le français ou c'était juste par hasard que vous avez décidé d'apprendre cette belle langue? Oui, c'est un peu difficile à raconter ça, tout ça, parce qu'il y a toute une histoire. En fait, quand j'étais à première école, vous savez que les écoles sont devenues 9 ans dans certains moments. Et là, mon première école, c'était la langue anglaise qui était la principale langue étrangère, la seule langue étrangère. Et après, quand j'ai changé mon école, donc j'ai dû apprendre le français dans une autre école, mais c'était une école spécialisée à la langue française. C'était à Guijdouane, l'école numéro 63, donc qui est célèbre à Guijdouane, donc pour l'apprentissage de la langue française. Là, j'ai dû apprendre, donc je dois dire la vérité, j'ai dû apprendre le français parce que moi, j'ai 5 ans, j'ai étudié et j'ai appris l'anglais. Et de passer à une autre langue étrangère, c'était pas facile pour moi. À ce moment, vous avez quel âge? J'étais 16 ans, donc à partir de 10e classe, 10e année de l'école. Ah, un ado. Voilà. Et après, donc, c'était le moment où on se préparait pour entrer à l'université. Donc, on n'avait pas le choix. Donc, le français était une des matières principales pour entrer à l'université. Donc, à ce moment-là, j'ai dû apprendre le français. Et après, au début, j'ai postulé à l'Université nationale, à la faculté d'histoire, la fac d'histoire. Mais je n'ai pas réussi. Et deuxième année, j'ai passé à une autre université. C'était l'Université des langues du monde. Donc à la faculté de la philologie française. Quand même. Quand même, mais le français, c'était 3e matière un an avant. Et après, c'est devenu donc, la matière principale. Et donc, j'ai dû de nouveau apprendre et donc perfectionner mes capacités de la langue française pour entrer à l'université. À cette époque-là, le seul but, c'était entrer à l'université. Ouais. Devenir un étudiant, c'est tout. On n'avait pas aucun projet, on n'avait pas aucune idée que l'entrée à l'université. Donc comme ça, j'ai commencé à apprendre le français. Voilà. Et après, à l'université, ça devait continuer, mais les premières 2 années, il faut dire la vérité, donc je n'ai pas appris le français. Les premières 2 années, donc première et deuxième année de l'université, donc j'ai passé comme ça, j'ai appris l'anglais de nouveau, donc parce que pour ne pas perdre le temps. C'est ça. Ouais. Et en plus, le français, voilà. Déjà dès le début, dès l'école, le français était très difficile pour moi. C'était très difficile. Je n'avais pas envie d'apprendre. Il faut dire ça.
Et après, au bout de 2 ans, comme j'ai passé mon temps comme ça, avec le français, l'histoire, les autres sujets, etc. Et à partir de 3e année, donc, je me suis rendu compte qu'il faut apprendre, qu'il faut rattraper le temps, perdu. Et donc, j'ai commencé à me forcer à apprendre, à améliorer mes capacités de la langue française. Donc, de 3e et 4e année, heureusement, j'ai fait des efforts. Donc, j'ai rattrapé, on peut dire, un peu, mais ce n'était pas assez. Et j'ai passé, après l'université, j'ai travaillé 1 an à l'école comme professeur de français. Vous étiez boursier du coup? Non. À l'école? Non, à l'université. Oui, à l'université, oui, on était boursier. Ouais, parce que quand tu es boursier, tu es obligé de travailler. Oui, chez nous, tout le Dans monde un touche une bourse, établissement, donc c'est pas comme à l'étranger. Donc chez nous, tout le monde touche le bourse. Voilà, vous savez bien que ça dépend des notes. Voilà, après l'université, j'ai travaillé 1 an à l'école et je suis marié. Et après, pour avoir un peu du temps, donc j'ai passé au master. Donc je suis entré au master et donc pendant ces 2 ans de master, voilà, j'ai eu le temps, l'occasion de perfectionner mon français. Voilà, c'est une courte histoire de votre parcours. Voilà, Et le master, vous avez continué à l'Université des langues du monde? Ah oui, c'est ça, dans l'Université des langues du monde. Non, j'ai pas changé l'université parce qu'à cette époque-là, il faudrait que il y a des chiffres dans les spécialités des langues, etc. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas changer l'université, on ne pourrait pas changer la spécialité. Voilà, la spécialité. Voilà. C'est pour ça, donc, je suis entré à l'Université des langues du monde pour master aussi. En fait, il y a une chose qui m'étonne vraiment parce que vous n'êtes pas premier parmi nos invités qui sont originaires de Bukhara ou la région de Bukhara. Et parmi vous, il y a pas mal de personnes qui ont terminé l'école que vous avez mentionnée, l'école de Guijdouan. Guijdouan, oui. Et je crois que c'est la reconnaissance des profs ou du directeur de cette école parce que toutes les personnes qui viennent chez nous, ils ont un très bon niveau du français. Oui, effectivement. En fait, à Guijdouan, il y a plusieurs écoles où on apprend le français. Donc il y a une école dans notre quartier, si on peut dire. Là aussi, on apprend le français. Mais il y a une école vraiment qui est très, très célèbre, très forte en Ouzbékistan, même parmi les francophones. C'est l'école numéro 62. 62. Mais j'ai fait mes études dans une autre école, c'est 63. Donc c'est une école qui est apparue après celui 62, mais ils étaient un peu, comment on dit, un peu rivalisés entre eux pour les postes pendant les Olympiades de la langue française, etc. Donc pour les premières places. Ces 2 écoles qui étaient très forte à Guijdouan. Mais il y a aussi pas mal des écoles où on apprend le français. Vraiment, c'est l'école de Guijdouan, l'école de Bukhara en général. Il est vraiment très fort en français. Et en plus, voilà. Et l'apprentissage, mais pas seulement en français, dans les autres sujets aussi, l'histoire, donc les mathématiques, la chimie. Donc Bukhara, il est vraiment très fort. Mais à votre avis personnel, comment pouvez-vous expliquer tel intérêt envers l'apprentissage du français dans la région de Guijdouan? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est d'abord les efforts des professeurs. Ouais. Je pense que c'est la première chose. Il faut dire que les efforts des professeurs. Chez nous, les professeurs sont très fermes. Donc, ils sont autoritaires. Donc à Tachkent, on ne voit pas cette autorité des professeurs. Parce que moi aussi, j'ai travaillé à l'école, j'ai vu, je connais les écoles de Tachkent.
Ma femme travaille aussi à l'école, donc je connais les écoles de Tachkent. Donc à Boukhara, une autre chose. Boukhara, moi j'ai Les élèves sont plus disciplinés. passé mon enfance à Boukhara. Donc ma mère était professeure. Et donc quand j'étais à l'école, ma mère n'a jamais venu derrière moi, donc auprès des professeurs de demander pour les notes ou bien s'il y a quelque chose de C'était au grave. contraire. Voilà, c'était au contraire. J'étais puni par mon professeur et en même temps par maman. Au retour, quand vous rentrez Voilà, à la maison. Ouais. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez dit que vous avez travaillé comme professeur? Qu'est-ce que vous a donné cette expérience dans votre vie? C'était vous enseignez Il faut le dire, français. oui, j'ai enseigné le français. Il faut dire que le métier professeur n'est pas facile du tout. Donc moi, j'ai travaillé 1 an à l'école et je ne veux pas y retourner. Donc C'est la vérité. C'est très difficile à travailler, surtout avec les enfants, surtout avec les petits, et plus difficile de travailler avec le plus grand. Donc 9e, 10e, 11e classe. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas apprendre, donc ils veulent tous sortir. Ils ont beaucoup de choses dans la tête. Donc, déjà certains qui travaillent, certains se préparent pour l'université, etc. etc. Elle dit ça me sert à rien, votre Ouais, votre c'est ça, français. c'est ça, c'est ça, C'est pas le métier que malheureusement. j'ai besoin d'apprendre. Ouais. Encore, on sait que vous avez séjourné en France pendant 4 mois. Quel était le début de votre voyage? Ouais, ces 4 mois, c'était vraiment les moments plus chaleureux et plus intéressants de ma vie. C'est le but de ces séjours, de ce voyage, c'était les études. Donc à cette époque-là, j'étais au master. Il y a eu un échange entre mon université et l'Académie de Versailles de Paris. Il y a eu un échange donc, dans le cadre des échanges des étudiants, des échanges des professeurs. Donc, dans le cadre de cet échange, on était à Paris, donc en France, donc, pour faire des études dans les universités de Paris. C'était un établissement pour former des professeurs. Donc là, on a appris la méthodologie, la didactique de l'enseignement pendant ces 4 mois. C'était un semestre. Ah, vous étiez déjà là-bas étant comme prof et pas comme Non, étudiant. c'était en étudiant, en étudiant de master. En étudiant de master. Donc, 2e semestre donc on peut dire 4e semestre, donc c'était 2e année de master. Donc 4e semestre, le semestre dernier, on a passé à Paris, en France. Et pour vous, c'était pour la première fois quand vous êtes Oui, c'était parti à première l'étranger. fois. Oui, c'était première fois partir à l'étranger en général et partir en France aussi. Ouais, mais ce voyage a beaucoup aidé à améliorer mes capacités donc, de la langue française et de connaître et de comprendre la culture française et comprendre c'est quoi le français et comment il faut parler avec les Français, comment il faut... En général, voilà, c'était une bonne occasion pour pratiquer la langue française. Vous étiez seul, peut-être encore quelques étudiants? Oui, on était 2. On était 2. Il y avait aussi un gars qui était très bien et qui parle très bien français et mieux que moi. Donc, on était 2 avec lui. Oui, on a passé de bons moments. Et parmi vous, il y avait d'autres étudiants Oui, il y avait d'autres étudiants étrangers. Voilà, il y avait des Espagnols, il y avait des Grecs, des Néerlandais. Voilà, en général, c'est 3 nations. Les Néerlandais, des Grecs et des Espagnols. En plus, il y avait beaucoup de Français. Donc, on a parlé avec beaucoup d'étudiants aussi, donc locaux, les Français, et d'origine de différentes nationalités. On a passé
des stages à l'école et au lycée. Aussi, là, on a rencontré des professeurs, on a rencontré des étudiants, des élèves, etc. Ah, du coup, les Français n'étaient pas très étonnés de voir les élèves qui viennent de l'Ouzbékistan. Si, Qui pratiquent tellement bien le français. mais à cette époque-là, mon français, c'était pas comme aujourd'hui, parce que il y a encore des années qui sont passées pour être à ce niveau-là. Mais quand même, oui, à cette époque-là, quand on était là en France, presque personne ne connaissait pas où se trouve l'Ouzbékistan. Donc, on a fait une présentation de l'Ouzbékistan, etc. etc. Voilà. Et vous avez visité seulement Paris? Oui, il y a une ville on a visité, c'était Clermont-Ferrand. Il se trouve au centre de la France, donc dans les massifs centraux. C'était une petite ville qui est très célèbre donc, par ses volcans. Et là, on a visité cette ville parce qu'il y avait un ami qui faisait ses études là-bas, qui est de l'Ouzbékistan aussi, à cette époque-là. Donc on est allé chez lui, on a visité la ville, etc. J'ai beaucoup aimé cette ville aussi. Donc, même il est petite, mais c'est très, très sympathique. Très sympathique. Et la visite duquel monument historique de Paris vous a impressionné plus? Les monuments historiques de Paris, en fait, Paris est riche. Il est riche des monuments historiques. Surtout, déjà, sa carte visite la Tour Eiffel. Mais j'ai pas aimé la Tour Eiffel. Donc, mais j'ai beaucoup plus aimé le musée de Louvre. Je suis désolée de vous interrompre, on a un appel. Allô, bonjour. 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 Comment allez-vous? Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oh. Ah, moi, je suis Rohatran Kayumova de Namanga. Je suis Rohatran Kayumova de Namanga. Oui, j'ai trouvé la réponse. D'accord. Oui, Je répète encore une fois. c'est la réponse. Écoutez, Liberté, égalité, fraternité. d'accord. Merci. Nous avons compris que vous savez. Merci pour votre réponse. C'est la variante B, liberté, égalité et fraternité. N'est-ce pas? Souhait. Oui, c'est bien la devise de la République française. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre appel. De Namangan, c'est pourquoi Namangan. il y a une grande pause. Mais quel temps fait-il à Namangan aujourd'hui? Oui, on attend l'écho. Il fait beau. Il fait beau? Il fait beau, le soleil brille. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup pour votre attention. Regardez-nous jusqu'à la fin et vous allez apprendre la bonne réponse sur notre question du jour. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Donc, revenons dans nos motos. Et vous avez dit que quel monument français vous avez Le musée de Louvre Oui. et le Versailles. Le château de Versailles, Le château de Versailles. c'est un immense territoire. Le château, un immense bâtiment. Donc le jardin de Versailles, c'est infini. Quand on regarde donc, depuis le palais, le jardin, c'est infini. Donc je me suis très étonné. C'est comme une petite ville. Quand il fait beau, et il faut aller, je pense qu'il faut aller en été, quand il sera très vert. On était au printemps, il n'était pas encore vert. Les arbres étaient vides des feuilles, etc. C'était pas en fleurs. Ouais, c'était pas en fleurs. La fontaine de Versailles n'était pas encore. Elle fonctionnait pas, les arbres n'étaient pas en fleurs, mais quand même on y est allé. C'est ça, on n'avait pas de choix. Et encore un moment, parce que c'est très intéressant. Comment vous trouvez la cuisine française? Parce qu'il y a une grande différence entre la cuisine ouzbèque et la cuisine française. Oui. Donc, oui. La vérité est que j'ai pas goûté
le vrai cuisine français. Ah. Moi, je suis une personne qui n'ose pas beaucoup de goûter des différentes choses. Donc, j'évite d'être surpris, j'évite d'être, comment on dit, d'être gâché de voyage ou bien d'une chose qui est vraiment paraît belle. Mais quand on vous peut prendre un petit juste morceau, juste pour non, goûter. nous, on a fait nous-mêmes notre repas à la résidence universitaire. Donc, on n'est pas allé au restaurant ou bien quelque chose comme ça. On est allé juste dans le petit bistrot, le bistrot des Turcs, des Arabes, etc. Pardon, mais encore, on a un appel. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, ma réponse est. Ok, est-ce que vous êtes prête à répondre à notre question du jour? Oui, oui. Comment ça va? Ça va bien et vous? Merci, ça va très bien. On vous répète la question. Donc, Oui. quelle est la devise de la République française? On a 3 variantes. A, vers l'avant pour la patrie. B. Ah oui, vous êtes sûr que B. Liberté, égalité, fraternité. Oui. D'accord. Ouais. C'est bien. Maintenant, pour apprendre la bonne réponse, regardez-nous jusqu'à la fin de notre émission. Soyez actifs. Merci beaucoup pour votre réponse. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est-à-dire que vous n'avez goûté aucun plat français? Non, pas de plat, mais on a goûté les croissants. J'aime beaucoup les croissants français et des crêpes français. Et surtout les crêpes bretons, donc sont meilleures. Mais c'est pas grave, peut-être pour la prochaine fois, vous allez visiter la France spécialement pour les repas, comment dire, pour la la cuisine. visite gastronomique. Ouais. D'accord. Et on sait que vous avez l'occasion de travailler dans le domaine touristique. Ouais. Parlez-nous en plus en détail, s'il vous plaît. Oui, le tourisme, j'ai travaillé depuis 2016, la fin de 2016, donc 2017, dans le tourisme. Au début, j'ai travaillé comme tour opérateur et après, j'ai commencé à travailler comme guide. Même aujourd'hui, je continue cette activité pendant la saison touristique. Chez nous, la saison touristique, c'est au mois de donc, le printemps et l'automne. Donc, pendant ces 2 périodes, on peut travailler, donc je peux travailler dans le tourisme comme guide. Et ce travail de guide m'a beaucoup plus aidé à perfectionner mes capacités de la langue française. Parce que quand on apprend une langue, si on ne pratique pas la langue, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas garder cette langue et on ne peut pas parler. Et première chose pour apprendre une langue étrangère, oui, d'abord il faut lire les règles, etc., le vocabulaire, tout ça, mais sans pratiquer, ça ne sert à rien. Donc, il faut pratiquer, il faut parler avec quelqu'un. Si c'est quelqu'un, c'est un natif, c'est très bien. Donc les touristes, donc, ils sont, on peut dire, m'ont beaucoup plus aidé à améliorer mes capacités françaises, de la langue française, et vraiment pour enrichir le vocabulaire, etc. Et je me souviens quand j'ai commencé à travailler comme guide, voilà, j'ai appris par cœur les textes dans les livres. Donc pour raconter aux touristes l'histoire, l'architecture, l'art, etc. Et il y a des livres qui s'appellent les guides touristiques. Dans ces livres, il y a des descriptions des monuments, descriptions de l'histoire, etc. Et j'ai appris par cœur ces textes, donc pour raconter après. Et quand on pratique, quand on parle de nouveau, donc après ça vient simplement.
Si j'ai lu les informations, par exemple, au début en français, donc apprenez par cœur, et après j'ai commencé à lire en ouzbek, en russe, etc. Parce qu'il faut quand même avoir beaucoup d'informations sur les sujets donc pour bien travailler. Donc il faut connaître l'histoire, il faut connaître l'architecture, il faut connaître la religion, il faut connaître la politique, il faut connaître l'art, il faut connaître les traditions, etc. Parce que les touristes, avec eux, vous êtes obligés d'aborder de différents sujets. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc il faut être une encyclopédie. Et vous travaillez seulement comme guide local de Tashkent ou vous accompagnez le groupe partout dans le pays? Oh oui, j'ai accompagné le groupe partout dans le pays, donc dans toutes les villes, dans toutes les provinces. Moi, je suis allé presque dans toutes les villes centrales de l'Ouzbékistan. Donc depuis la mer d'Aral donc jusqu'à Andijan et de Termez à Tashkent, passant par Samarkand, Bukhara, Khiva bien sûr. Oui. Et encore, on sait que vous travaillez dans le domaine du journalisme, c'est vrai? Oui, c'est vrai, le journalisme... C'est autre chose. Oui, c'est une autre chose, c'était une passion. En plus, quand je travaillais dans le tourisme, j'ai créé sur Telegram une chaîne personnelle, donc pour écrire quelque chose, donc pour ne pas oublier écrire. Donc parce que à partir de 2017, j'ai commencé à travailler en même temps dans le journalisme aussi, dans un site internet. Voilà, chez nous, les journaux sont sur internet, en ligne. Donc dans ce site internet, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 1 an. Et après, à partir de 2019, voilà, j'ai créé ma chaîne Telegram, donc pour ne pas oublier écrire. Et j'ai commencé à écrire dans cette chaîne-là. Et en même temps, j'ai écrit des articles pour le site internet Daria. Daria Ouz. J'ai écrit les articles sur l'histoire et la géopolitique. En ouzbek. En ouzbek, voilà, bien sûr, en ouzbek. Donc l'histoire mondiale, l'histoire de l'Asie centrale et la géopolitique du Moyen-Orient européen. Surtout les articles liés avec la France et avec l'histoire de la France et liés avec la géopolitique moyen-orientale, l'histoire de l'Empire ottoman et l'histoire de l'Asie centrale, de l'Ouzbékistan, ensemble. Voilà. Et même aujourd'hui, je travaille aussi, voilà, j'écris plutôt les articles analytiques. Donc c'est, on peut dire, analyste. Je travaille comme analyste pour différents journaux, pour différents sites internet. Voilà. C'est très intéressant, évident. Parce que vous n'avez pas vos études supérieures dans le journalisme, mais quand même. Oui, en fait, pour être journaliste, il faut quand même des savoir-faire. Et en plus, il faut connaître, écrire. Moi, je connais les gens qui font les études dans l'université journalistique ou bien dans le domaine du journalisme et qui ne connaissent pas leur métier. Mais il faut dire ça. Donc, il y a ces personnes dans chaque métier, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont fait les études dans le domaine de la linguistique, mais qui travaillent bien dans le journalisme aussi. Mais d'accord, quand même, vous avez terminé la philologie, c'est pourquoi il y a quelques expériences, quelques connaissances. C'est quelqu'un de vos amis, peut-être de vos proches, qui vous a conseillé Oui, en fait... d'écrire un article, parce qu'il savait très bien votre éloquence et tout ça. C'était, comme tout le monde, dès l'enfance, on a quand même des passions. Certains veulent être un astronome, ou bien un pilote, ou bien un astronaute. Vous voulez être journaliste quand vous étiez Voilà, quand j'étais petit, voilà, j'ai regardé beaucoup de télé, donc j'ai regardé des journalistes qui étaient très bien. Par exemple, je connaissais Komiljon Shamsuddinov, qui parlait très bien dans les émissions Akhbarat. Plus Khairullah Nuruddinov, qui était très bien aussi.
dans le domaine du journalisme. Voilà, et moi aussi, je voulais être journaliste, quand même travailler au moins une fois ou bien écrire au moins une fois Et un en plus, article. en fait, on peut dire que votre planning elle est libre. Vous n'êtes pas obligé à aller au bureau Oui, c'est ça. et travailler de 9h jusqu'à 18h. Oui, c'est Vous ça. pouvez écrire comme vous voulez. Et j'ai eu aussi des moments comme ça et j'ai travaillé dans le bureau Ouais. aussi, voilà. Mais pas toujours. Actuellement, je suis je suis au doctorat, donc je ne peux pas aller dans un autre travail. Donc c'est mon travail essentiel, c'est les études de doctorat. Voilà. Et c'est le doctorat sur quel sujet? Donc c'est le doctorat sur l'histoire. Donc l'histoire de l'Asie centrale dans les recherches des orientalistes français. Donc c'est lié avec aussi le français, toujours. Merci beaucoup, c'était très intéressant. De rien, de rien. Merci à vous aussi pour une invitation. On ne peut pas aussi vous laisser partir sans vous poser notre question du jour, dont la réponse est déjà évidente pour vous. Ouais. Alors, dites juste la bonne réponse à notre question. Quelle est la devise de la République française? Oui, c'est liberté, égalité, fraternité, donc depuis la Révolution française. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui était Jahangir Ostonov, étudiant au doctorat à l'Institut des études orientales de l'Académie des sciences de la République d'Ouzbékistan. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à vous d'être aussi. venu. On vous souhaite Merci. bonne chance, bon courage dans votre Merci à vous doctorat aussi. et voilà. Bonne réalisation de tous vos projets. Merci beaucoup. Non seulement Merci. dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle.